Il y eut des tas de petites choses qui lui déplurent, l'irritèrent, et cela dès le matin. Valentin arriva avec une demi-heure de retard à son travail, une compresse autour du cou, les yeux brillants de fièvre. Son rhume de cerveau avait pris de telles proportions qu'il ne s'attardait plus à remettre son mouchoir dans sa poche. Le commis avait littéralement coulé toute la journée. On le voyait se liquéfier et sa voix était enrouée au point qu'on comprenait à peine ce qu'il disait. Le chapelier aurait dû le renvoyer chez lui. La mère du gamin le considérerait probablement comme une brute de le garder au travail dans ces conditions. Valentin lui-même s'était attendu à être libre. Et, le plus fort, c'est que monsieur l'abbé en avait pitié. Il ne lui échappait pas que le pauvre garçon avait parfois la tête qui lui tournait. « Vous avez pris de l'aspirine, Valentin ?»« Oui, monsieur. »« Vous avez des taches blanches dans la gorge ?»« Non, monsieur. Maman a encore regardé ce matin. Ma gorge est très rouge, mais il n'y a pas de taches. »« Tant mieux, car monsieur l'abbé attrapait facilement une angine, et ce n'était pas le moment. » Ce rhume de Valentin était d'autant plus ridicule qu'il ne pleuvait plus, que le ciel était limpide. Il est vrai qu'il faisait si froid que, jusqu'à 9 heures du matin, la respiration des passants formait une buée. Quand il alla acheter son journal, il rapporta des gommes au menthol pour Valentin. 2 ou 3 fois dans la matinée, il lui dit, du fond de l'arrière-boutique, « Reposez-vous un peu. Ne vous tenez pas du côté de l'étalage. Rapprochez-vous du feu. » Près des vitres, l'air était glacé. Louise aussi lui donnait du souci. Elle était rentrée la veille à 9 heures, comme d'habitude, et, depuis, elle avait ce qu'il appelait sa tête de veau. C'était périodique. Peut-être cela coïncidait-il avec certaines fonctions de son organisme. Pourtant, il avait remarqué que cela suivait généralement une de ses visites à Charon. Quelqu'un, là-bas, devait lui monter la tête. Ses parents, un amoureux ou une amie. Monsieur l'abbé la payait bien. Il n'avait pas discuté le prix qu'elle avait demandé. Il lui laissait manger ce qu'elle voulait. C'était rare qu'il lui adresse une observation. Malgré cela, elle avait une arrière-pensée, peut-être de la rancune. Qui aurait pu deviner ce qui se passait derrière son front buté? On reconnaissait cette humeur-là rien qu'à son pas, à sa façon de remuer les objets. Qu'est-ce que cela pouvait faire au chapelier? En compensation de ses menus ennuis, il avait jeté son rapport dans la boîte de la poste centrale, et il avait trouvé, en première page du journal, un avis qu'on avait pris la peine d'encadrer. Le maire de La Rochelle, officier de la Légion d'honneur, prie instamment la population d'être plus prudente que jamais dans la soirée du lundi 12 décembre. Par bravade, sans doute, l'individu qui terrorise la ville depuis plus d'1 mois et qui a déjà fait 6 victimes a annoncé un nouveau meurtre pour ce jour-ci. Nous demandons en particulier aux dames de ne pas sortir seules après la tombée de la nuit et aux mamans d'empêcher les enfants d'aller dehors. Un service sera organisé par la municipalité pour reconduire à leur domicile les employés de bureau, vendeuses et ouvrières. Les patrouilles seront renforcées. Il regarda en face. Il n'y avait rien à signaler du côté de chez Cachoudas. Celui-ci était pris d'une fièvre de travail, et c'est à peine s'il lui arrivait de lever la tête. Était-ce tout? Encore un détail. Dès 3 heures de l'après-midi, alors que le ciel virait doucement au rose, on apercevait déjà une grosse lune argentée. Cachoudas, enfin, ne se comporta pas, le soir, comme d'habitude. « Vous fermerez le magasin, Valentin ?»
Oui, monsieur. Un coup d'œil à l'autre maison. Il traîna, exprès. Le petit tailleur finit par sortir de chez lui, mais seulement quand le chapelier eut parcouru une centaine de mètres. Les autres soirs, il n'attendait pas si longtemps. Monsieur l'abbé entra aux colonnes, serra la main de Chantreau, de Caillé, de Laude et d'Oscar, le patron. « J'ai pris les cartes en vous attendant, » fit celui-ci en se levant. « Je n'ai pas le temps de jouer aujourd'hui. »« Un robre, Léon, » insista le docteur. « Mathilde est enrhumée. Je lui ai promis de rentrer tout de suite. » Que faisait Cachoudas? La porte du café ne s'ouvrait pas. Les autres fois, il entrait quelques instants après le chapelier. Celui-ci s'en irritait. Gabriel, comme toujours, avait voulu lui enlever son pardessus et il ne l'avait pas laissé faire, à cause du morceau de tuyau de plomb qui alourdissait la poche. « Je ne reste que quelques minutes. » Ce fut Laude qui plaisanta stupidement. « On dirait que, toi aussi, tu as peur de l'étrangleur. Si ça continue, la ville va devenir hystérique. » Qu'est-ce que Cachoudas pouvait bien faire? Il était derrière lui quand il avait tourné le coin de la rue du Minage. Il avala son picon grenadine. « Un robre !» pria à nouveau Chantreau. « Juste le temps qu'il nous arrive un quatrième. » Il était obligé de refuser. Le temps était venu de partir. Les pavés étaient presque blancs sous la lune qui découpait des ombres aussi nettes que de la tôle. C'était la première fois qu'il s'énervait. Il eut l'impression que, tandis qu'il s'en allait, on parlait de lui. Pour dire quoi? Il traversa le terre-plein de la place d'Armes pour prendre la rue Réaumur, et, alors seulement, entendit des pas derrière lui. Se retourna, aperçut la silhouette du petit tailleur. Ainsi donc, celui-ci avait délibérément changé sa façon d'agir. Il n'était pas rentré au café. Ayant lu, comme tout le monde, que l'assassin s'en prendrait ce jour-là à sa 7e victime, il s'était douté que le chapelier ne ferait qu'une courte apparition aux colonnes. Voulait-il éviter de sortir une fois de plus sur ses talons, ce qui finirait par être remarqué? Peut-être aussi avait-il rencontré quelqu'un au moment d'entrer, le commissaire Pijac, par exemple. C'était improbable. Pijac ne viendrait probablement pas au café ce jour-là. Il devait, de son quartier général, diriger à la fois les renforts de police et les patrouilles bénévoles. Monsieur l'abbé passa devant la préfecture, atteignit la petite place en face de l'évêché et n'eut plus qu'à attendre. Il y avait des lumières dans le vieil immeuble en pierre grise. Cachoudas se tenait prudemment à une 50aine de mètres de lui. Les nerfs du chapelier étaient surexcités au point qu'il faillit renoncer et rentrer chez lui, car il ne pouvait pas retourner au café après ce qu'il avait dit de l'état de Mathilde. Il avait le sentiment déprimant d'une injustice commise à son égard. Il avait fait tout ce qu'il avait pu. Pendant des semaines, il ne s'était pas permis une détente. Il avait pensé à tout, aux plus misérables détails. Grâce à cela, au mal qu'il s'était donné, il avait réussi, sans une anicroche. Il arrivait au but. Ce soir, tout devait être fini. Il avait accepté sans regimber un risque supplémentaire, puisque mère Sainte-Ursule serait accompagnée d'une autre religieuse. C'est à celle-ci qu'était destiné le tuyau de plomb. Il la frapperait vivement, de façon à l'étourdir, ce qui lui donnerait le temps d'en finir avec l'ex-Armandine de Hautebois. Avec sa robe aux plis multiples, elle ne pourrait guère se mettre à courir. Il ne l'imaginait pas non plus criant à tue-tête. C'était délicat,
difficile. Cela exigeait de la précision et du sang-froid. Hier soir encore, il y pensait avec un certain plaisir, envisageait sans nervosité la présence du petit tailleur. Pourquoi, depuis le matin, sentait-il comme une conjuration contre lui? Le milieu de la place était aussi blanc que du lait. Une patrouille passa dans la rue, et il distingua la silhouette d'un poissonnier qui était toujours ivre et qu'on connaissait pour sa brutalité. Normalement, les deux religieuses, à ce moment, devaient être à l'évêché. C'était le jour de Mère Sainte-Ursule. Elle n'y manquait jamais. Non seulement Mathilde le lui avait souvent dit, mais il s'en était assuré le mois précédent. La dernière fois, elle avait quitté l'évêché à 6h moins le quart. Or, 6h moins le quart avait sonné. Il était presque 6h, et les lumières étaient immobiles dans le bâtiment de pierre. On n'entendait aucun bruit. Monsieur l'abbé fixait en vain la porte qui ne s'ouvrait pas, tandis que, de temps en temps, Cachoudas battait des semelles pour se réchauffer. Le chapelier, lui aussi, avait froid aux pieds. Et soudain, il pensa avec plus d'intensité à Mère Sainte-Ursule. N'avait-elle pas remarqué, elle, que toutes les victimes de l'étrangleur étaient des anciennes compagnes de classe? Ne lisait-elle pas les journaux? Dans ce cas, on devait lui en parler. Les noms lui étaient familiers. Que les autres n'aient pas eu l'idée de faire le rapprochement, cela s'expliquait à la rigueur. Mais elle... On était plus loin du 24 décembre. Cette date-là allait fatalement ranimer ses souvenirs. Il ne pouvait pas aller sonner à l'évêché, demander si la religieuse s'y trouvait. Les minutes passaient. 6h sonnèrent. Qu'est-ce que Cachoudas pensait pendant tout ce temps-là? Car il pensait. Monsieur l'abbé avait même l'impression qu'il s'était mis à penser d'une façon nouvelle. La preuve en était son nouveau comportement. Il voulait ses 20 000 francs. C'était humain. S'il suivait le chapelier, c'est qu'il espérait que celui-ci finirait par commettre une faute, par lui fournir une preuve qui lui permettrait d'aller réclamer la prime. Mais les méandres exacts de ses pensées, voilà ce que monsieur l'abbé aurait voulu connaître. L'évêché, par exemple. Qu'est-ce que cela évoquait pour le petit bonhomme du Proche-Orient? Mère Sainte-Ursule ne se montrait pas. Elle n'était probablement pas là. Elle n'avait pas quitté son couvent. Peu importait si c'est par prudence ou pour toute autre raison. L'évêque aurait pu être en voyage, mais ce n'était pas le cas, car monsieur l'abbé lisait le journal avec attention et les déplacements du prélat y étaient régulièrement annoncés. La vérité était peut-être plus triviale. La religieuse, comme Valentin, pouvait être enrhumée, avoir mal à la gorge. Il était impossible de rester là indéfiniment. Il attendit le quart, et alors il se mit en marche, en proie à un malaise qui n'était pas seulement de l'inquiétude. À vrai dire, ce n'était pas de l'inquiétude du tout. Peu importait ce que pensait Cachoudas. Il lui avait fourni un bout de fil, soit. L'esprit du petit tailleur allait travailler sur cette piste de l'évêché. Pour quelqu'un ayant passé son enfance dans la ville, quelqu'un qui aurait eu une sœur au couvent, en particulier, cela aurait pu, à la rigueur, mener quelque part. Ce n'était pas le cas d'un pauvre artisan arménien. Monsieur l'abbé n'avait pas peur de Cachoudas. Il n'avait peur de personne. La preuve, c'est qu'il avait délibérément rendu sa tâche plus difficile et plus périlleuse en annonçant la mort de la 7e victime pour ce lundi-là. Il ne voulait pas rentrer chez lui plus tôt que d'habitude, à cause de Louise. Elle non plus n'était pas capable de penser, il en était sûr, mais il ne voulait rien laisser au hasard.
il n'avait pas envie de lire de l'étonnement dans les yeux vides de la fille. Il passa sous la grosse horloge et profita de ce qu'il n'y avait personne à proximité pour jeter le tuyau de plomb dans l'eau du port. Sur le quai, des tas de petits cafés étaient ouverts, des bars fréquentés surtout par les pêcheurs. Il avait envie d'y entrer, de boire quelque chose, et il était obligé de se contenir. Il n'avait pas peur. C'était plus compliqué et plus inquiétant. Les autres fois, même la fois où Cachodas lui avait servi de témoin, il était sûr de lui. Il y avait dans tout son être comme des vagues de confiance en soi, d'apaisement. Cachodas avait soin de se tenir à bonne distance. Qui sait, peut-être, aujourd'hui, n'avait-il pas tellement tort d'être prudent? C'était idiot. Monsieur l'abbé ne voulait pas se laisser aller à des pensées pareilles, et pourtant, il ne parvenait pas à les chasser tout à fait. Il se donnait à lui-même de bonnes raisons. Si terrifié qu'elle soit, Cachodas finira bien par parler. Primo, ce n'était pas sûr. S'il avait eu des amis, peut-être. Mais c'était un isolé. Les Cachodas formaient comme un îlot étranger dans la ville. Il ne jouait aux cartes avec personne, n'appartenait à aucun groupe, à aucune société. Il n'y avait pas d'autres gens de sa race à La Rochelle. Ils vivaient entre eux avec leur cuisine, leurs habitudes, leur odeur. À quoi cela avancerait-il de le supprimer à la place de Mère Sainte-Ursule? D'ailleurs, il se mettrait à courir comme un lapin dès que monsieur l'abbé ferait mine de s'approcher de lui. Qu'est-ce qui lui avait mis cette idée-là dans la tête? Il marchait sur le trottoir, les mains dans les poches, quand une patrouille le croisa. Le charcutier d'en face, qui en faisait partie, lui dit poliment « Bonsoir, monsieur l'abbé ». Il passa près du canal, là où il avait attaqué madame Delobel, et il eut le sentiment nostalgique d'une époque révolue, au point d'en être presque accablé. Allait-il devenir mou, inquiet, hésitant? C'était plus physique que moral, comme certaines fatigues qui vous tombent soudain sur l'échine, comme la grippe. Peut-être, après tout, Valentin avait-il la grippe et monsieur l'abbé l'avait-il attrapé? Cette pensée le consola. Il n'était pas très loin du couvent de l'Immaculée Conception, et il se demanda à nouveau pourquoi Mère Sainte-Ursule n'était pas sortie. Cachodas le suivait toujours à distance, et le chapelier pensa qu'il aurait bien aimé lui parler. C'était le seul homme aujourd'hui à qui il aurait pu parler. Il l'avait vu agir. Il savait. Mais comment interprétait-il ses actions? Bien entendu, il était incapable de comprendre. Ni lui ni personne ne comprendrait, et c'était encore un de ses soucis. En partant de l'évêché, peut-être avec du génie, Cachodas aurait-il pu arriver à la vérité? Lui surtout, qui, depuis des années, voyait la silhouette de Mathilde immobile derrière le store, et les allées et venues du chapelier dans la chambre. Le charcutier avait à peu près le même spectacle sous les yeux. Toutefois, il ne montait guère au second étage que pour se coucher, et au surplus, à partir de 8 heures du soir, il était à moitié ivre. Louise, celle-là ne pensait pas. Il la haïssait. Chaque jour, il la haïssait davantage, sans raison précise. Elle était dans sa maison comme aurait été une écharde dans sa peau. Sa présence seule suffisait à lui causer un malaise physique. Il passait devant la librairie de madame Cujas, où le veuf avait mis une jeune fille derrière le comptoir. Elle préparait les repas de l'employé de l'hôtel de ville et couchait dans la maison. Ils finiraient par coucher ensemble. Monsieur l'abbé pensa à mademoiselle Berthe,
et regretta de ne pouvoir aller la voir. C'était impossible aujourd'hui. Il était trop tard. Il avait annoncé à ses amis qu'à cause de sa femme, il était obligé de rentrer de bonne heure. Il lui rendrait visite demain. Ce serait amusant si Cachudas attendait à la porte, rue Gargoulot, pendant qu'il la travaillerait. Mais heureusement qu'il pensait à tout. Il en était le premier étonné. Il y avait tant de détails à envisager, tant de possibilités à prévoir, qu'il aurait été excusable d'oublier quelque chose. Il découvrait soudain qu'il ne pouvait plus aller chez mademoiselle Berthe, comme il avait l'habitude de le faire 1 ou 2 fois par mois, à cause de Cachudas. Celui-ci, en effet, serait capable d'être pris de panique, de se figurer qu'il allait étrangler la fille et de courir avertir la police. Cachudas était encombrant, et pourtant il lui était toujours nécessaire. Même le bruit de ses pas, derrière lui, finissait par lui devenir presque indispensable. Il tournait le coin de la rue du Minage, se sentant de plus en plus abattu, en cherchant toujours la raison, et l'irritation que cela provoquait en lui tournait à l'angoisse. Les autres fois, il avait une telle sensation de plénitude en arrivant à proximité de sa maison. Il n'aurait avoué ça à personne, pas même à Cachudas qui savait. Aujourd'hui, il avait comme un sentiment de culpabilité, le sentiment de quelqu'un qui n'a pas accompli la tâche qu'il s'était assignée. Un jour, peut-être, il parlerait au tailleur, qu'il ne pourrait jamais étrangler. Premièrement, il n'était pas sur la liste. Deuxièmement, il habitait en face et les gens se mettraient peut-être à penser au chapelier. Il tira son trousseau de clés de sa poche, referma la porte avec soin, mit le verrou. Il faisait chaud, dans le magasin où traînait encore une odeur d'eucalyptus qui était comme l'odeur du rhume de Valentin. « Madame n'a pas appelé ?»« Non, monsieur. » Louise avait-elle remarqué que sa patronne, qu'elle n'avait jamais vue, n'appelait jamais quand monsieur l'abbé était absent? Que pouvait-elle raconter, le dimanche, à ses parents, à ses amis? Elle cuisait du chou. Elle savait bien qu'il n'aimait pas le chou, et elle en servait quand même. Elle était comme ça. Quand il le lui faisait remarquer, elle le regardait tranquillement sans rien dire, sans s'excuser. Elle aimait le chou, elle. Il retira son pardessus, son chapeau, glissa la corde de violoncelle dans le creux de la tête de bois, au fond de l'arrière-boutique. Puis il s'engagea dans l'escalier en colimaçon, et il se sentait encore triste, sans goût, sans entrain. Il s'en inquiétait de plus en plus. Il fit tout ce qu'il avait à faire, suivit les rites scrupuleusement. Les stores, le fauteuil, puis le dîner qu'il devait jeter dans le cabinet. La chasse d'eau. Il n'oublia pas de parler à mi-voix, et, quand il redescendit, il regarda Louise avec haine. La tentation fut si violente qu'il faillit aller chercher la corde de violoncelle dans l'atelier. Cela ne dura pas, heureusement. C'était bien la dernière chose à faire, surtout chez lui, surtout avec cette famille de paysans méfiants qui lui tomberait sur le dos. « Il n'est venu personne ?» questionna-t-il, reprenant son aplomb. « Personne. » Elle semblait dire « À quoi bon me demander ça, puisqu'il ne vient jamais personne ?» Jamais personne. Depuis des années et des années. Parce que tout le monde savait, en ville, que Mathilde ne supportait plus la présence d'un être humain, en dehors de son mari, et que le moindre bruit équivoque dans la maison la mettait en transe. Malgré lui, il rôdait encore dans la salle à manger, louchant parfois vers la grosse fille stupide.
et il finit par ouvrir le buffet pour y prendre la bouteille de cognac. Tant pis pour ce qu'elle penserait. Tant pis pour lui aussi, car, d'avoir fait ce geste, de monter l'escalier avec la bouteille et un verre à la main, augmentait encore son inquiétude, le sentiment de sa culpabilité. Il ne buvait jamais d'alcool, le soir, après son dîner. Pourquoi le faisait-il aujourd'hui? Il fut plus troublé, en écartant le store, de ne pas voir Cachodas à sa place sur la table, car le tailleur avait eu tout le temps de dîner. Il le chercha vainement des yeux dans la pièce. Comme par hasard, la porte de la cuisine était fermée. Qu'est-ce qu'il complotait? S'était-il enfermé pour mettre sa femme au courant? Il fallait absolument que monsieur l'abbé se maîtrisât. Il s'en voulut encore davantage quand il faillit boire une gorgée de cognac à même la bouteille, et il s'obligea à marcher jusqu'à son secrétaire, à remplir son verre lentement, à le vider à petites gorgées. Quand il regagna la fenêtre et écarta à nouveau le store, Cachodas était là. Il semblait n'avoir jamais quitté sa place, à telle enseigne que le chapelier se demanda si, tout à l'heure, il avait bien regardé. Tout aurait dû être fini à cette heure. Il s'était tant et tant promis cette détente. Il y pensait depuis des semaines, jour après jour. Et voilà que rien n'était fini. Mère Sainte-Ursule était vivante dans son couvent. Peut-être avait-elle gardé, elle aussi, la photographie de la distribution des prix. Il suffisait que son regard tombât sur cette photographie, et elle aurait compris. Soudain, il s'immobilisa au milieu de la pièce, et toute crispation disparut de ses traits. Ses muscles se détendirent. Il y eut un court moment où il faillit éclater de rire. En fin de compte, il sourit seulement, mais cela revenait au même. On croit penser à tout, on s'ingénie à ne rien oublier, et il y a une toute petite chose dont on néglige de tenir compte. C'était à cause de la photographie. Il avait commencé en se basant sur la photographie. C'est à l'aide de celle-ci qu'il avait établi la liste. La photographie avait continué à dominer ses faits et gestes, aussi bien que ses pensées. Pourquoi s'était-il tant pressé au point de supprimer 2 femmes la même semaine, sinon à cause du 24 décembre? Or, Mère Sainte-Ursule n'avait jamais mis les pieds dans la chapellerie, ni le 24 décembre, ni à une autre date. Elle ne devait pas en avoir le droit. Est-ce que Mathilde n'avait pas dit qu'il lui était même interdit, à l'époque où sa mère se mourait, d'entrer dans la maison de celle-ci? Elle se contentait d'envoyer une image religieuse, avec une lettre de 4 pages, d'une écriture fine et régulière, qui finissait invariablement par « Je prie Dieu qu'il t'ait en sa sainte garde ». Alors, il n'avait pas pensé à ça, et il s'était donné des soucis inutiles. Il avait perdu son temps à faire le pied de grue en face de l'évêché. Il n'y avait aucune raison pour mettre Mère Sainte-Ursule sur la liste. Y avait-il d'autre chose dans ce genre-là qui lui avait échappé? Il redevenait inquiet, posait des bûches dans la cheminée, retournait à la fenêtre, s'assurait que le petit tailleur était à sa place, et, par la porte entr'ouverte du fond, apercevait madame Cachodas qu'il avait du linge d'enfant dans l'évier de la cuisine. Il lui faudrait tout reprendre dès le début, mais il en était incapable ce soir. Il venait de boire coup sur coup 3 verres de cognac, et en avait honte. Il se souvenait avec amertume des semaines précédentes, alors qu'il se sentait si sûr de lui, qu'il était si supérieur à tout le monde. Louise montait l'escalier à pas traînants, faisant un vacarme sur le palier, selon son habitude, et les doigts de monsieur l'abbé se crispaient
comme ils auraient voulu se crisper sur sa gorge. Cela suffirait à le faire prendre. Il se ferait presque fatalement prendre s'il se laissait aller à ça. Et après, ne serait-ce pas l'occasion de tout leur expliquer? Il but encore. Il ne touchait pas à son livre. Il y avait une demi-heure qu'il aurait dû être plongé paisiblement dans le procès de l'incendiaire du Jura. Qu'est-ce qu'il s'était donné la peine d'exposer dans ses lettres au journal, non pas une fois, mais plusieurs, avec insistance, au risque de mettre la police ou le petit Jeantet sur sa piste? Qu'il s'agissait d'une nécessité. Il leur avait dit, en somme, « Vous me traitez de fou, de maniaque, d'obsédé. » On avait parlé aussi d'obsédé sexuel, bien qu'aucune des vieilles femmes n'eût été violée. « Vous vous trompez. Je suis un homme parfaitement sain d'esprit. Si mes actes vous paraissent anormaux, c'est que vous ne savez pas. Et, par malheur, le souci de ma sécurité personnelle m'interdit de vous mettre au courant. Vous comprendriez. Il y a 7 femmes sur la liste, et je n'ai pas fixé ce chiffre au petit bonheur. J'agis logiquement, parce qu'il le faut. Vous vous en apercevrez après que la 7e sera morte. Il ne se passera plus rien. La Rochelle retrouvera sa tranquillité. Il n'avait pas tué la 7e. Le journal l'annoncerait demain matin. Par le fait, on ne le croirait plus. Non seulement il ne l'avait pas tué, mais il venait de découvrir que la mort de mère Sainte-Ursule était superflue. Qu'est-ce que les gens allaient penser? Qu'il écrivait n'importe quoi pour se rendre intéressant? Qu'il choisissait ses victimes au hasard? Qu'il avait eu peur? Que la vie du maire avait produit son effet? Il était en pantoufles, en robe de chambre, comme les autres soirs. Il alluma sa pipe en écume, celle qu'il fumait d'habitude à cette heure-ci, et qui avait un autre goût que les autres. S'assit dans son fauteuil, avec son livre, mais garda le cognac à portée de sa main. Cela suffisait à lui indiquer à lui-même qu'il y avait quelque chose de détraqué. S'il était pris d'une sorte d'affection pour le jeune Jeantet, c'est que celui-ci lui donnait l'occasion de discuter de son propre cas. C'était une véritable polémique qu'ils avaient engagée dans les colonnes de l'Écho des Charentes, chacun cherchant toujours de nouveaux arguments. Jeantet avait même fait le voyage de Bordeaux pour demander son avis à un psychiatre en renom, et celui-ci, après de longues considérations scientifiques, avait prédit « Il ne s'arrêtera que quand il sera pris ». Il avait ajouté, après un moment de réflexion, c'était Jeantet qui le soulignait, à moins qu'il se suicide. Le chapelier avait répondu avec assurance, « On ne me prendra pas, je ne me suiciderai pas, je n'ai aucune raison de le faire. Lorsque la 7e personne de la liste sera supprimée, ce sera fini. » Il avait répété, « C'est une nécessité. » Ce n'était plus une nécessité d'en tuer 7, de tuer la 7e, puisque, le 24 décembre, mère Sainte-Ursule ne mettait pas les pieds dans la maison de la rue du Minage. Donc, d'après ce qu'il avait lui-même annoncé, à une variante près, c'était fini. Il n'avait plus qu'à se détendre. Il pouvait continuer à jouer au chat et à la souris avec Cachoudas, qui n'y comprendrait rien en lui voyant mener désormais une vie absolument normale. Il continuerait à le suivre chaque jour, à l'épier au café des Colonnes. Une patrouille passait dans la rue. 3 ou 4 hommes dont les pas résonnaient sur le pavé gelé. Il y en avait peut-être 20 de par la ville. Les policiers bénévoles se relayaient, allaient se réchauffer tour à tour près du gros poêle du poste de police. Le maire se tenait en permanence à son bureau, où on lui téléphonait des rapports négatifs,
Jeantet restait à l'imprimerie, près des machines qui ne tarderaient pas à tourner, afin de pouvoir rédiger un court article au moment de mettre sous presse. Monsieur l'abbé se leva d'une détente, les nerfs à nu. Il fut sur le point d'agir, de faire n'importe quoi, tant l'immobilité dans cette pièce, où l'air était presque solide à force de stagner, finissait par l'affecter. Il avait eu tort de boire, et maintenant il était forcé de continuer. Sinon, il aurait été capable de sortir, de marcher dans les rues, capable peut-être d'emporter le bout de corde de violoncelle et les 2 morceaux de bois. Il entendait grincer le sommier métallique dans la chambre de la bonne, et sa haine pour la grosse fille atteignit une telle intensité qu'elle en devenait pathétique. Il crut se calmer en saisissant ses ciseaux, les journaux dans lesquels il découpait lettres et mots, en ouvrant le pot de colle, en posant une feuille de papier blanc devant lui. Il allait leur dire... Leur dire quoi? Il restait là, les ciseaux en l'air, et, pour la première fois depuis des années, il eut brusquement envie de pleurer. Il avait le sentiment poignant d'une méchanceté du sort. Il avait trop fait, simplement, courageusement. Il avait tout arrangé à force de patience, de prudence. Il avait pensé à tout. Ce soir, tout devait être fini, et voilà que rien n'était fini. On allait se moquer de lui, et c'étaient eux qui auraient raison. Ce n'était pas le petit tailleur d'en face qui le troublait, avec sa pensée grignotante qui n'aboutirait à rien. Ce n'était pas non plus mère Sainte-Ursule, aristocratique et hautaine, dans la sérénité de son couvent. Il n'avait peur de personne. Voilà ce qu'ils auraient dû se dire, tous, autant qu'ils étaient, et le commissaire Pijac le premier, et le maire qui se croyait un grand personnage, et le petit Jeantet avec eux. Personne ne lui faisait peur. Sauf lui-même, car il recommençait à comprendre ce qui lui était arrivé tout à l'heure, exactement au moment où il marchait sur le quai Duperré. Il avait d'abord cru que sa mauvaise humeur provenait de ce qu'il n'en avait pas fini comme il l'espérait, de ce que la religieuse lui avait fait faux bond à l'évêché. Son malaise, ensuite, n'avait fait que grandir. Et, l'espace d'une seconde, il avait pensé à remplacer mère Sainte-Ursule par le petit tailleur. Cela prouvait qu'il s'était trompé. Pourquoi, après, avait-il rôdé autour de Louise? Ce n'était pas la première fois. Il le découvrait à présent. Il lui était déjà arrivé de se dire, en la regardant, « Peut-être après, quand j'en aurai fini avec les autres. » Il but. Il avait besoin de boire. Il se sentait pris de vertige. Ce qu'il entrevoyait était terrifiant. Il crut se remettre d'aplomb, s'obliger à penser plus calmement en allant chercher la photographie. Mais ces visages de jeunes filles, figés dans une expression artificielle, n'éveillaient plus chez lui aucune résonance. Cette garce de Louise ne dormait pas, ne cessait de se tourner et de se retourner lourdement dans son lit, comme si elle flairait un danger dans la maison. Qu'elle se rassure, il ne lui ferait rien. Il était calme. Il redevenait calme. Il avait simplement besoin de réfléchir, mais c'était inutile d'essayer de le faire aujourd'hui. Il avait bu. Tant pis. Autant continuer, pour s'assommer, pour dormir pesamment, et demain il se retrouverait d'aplomb. Il leur prouverait alors qu'il était aussi sain d'esprit que de corps. Il n'avait aucune tare. Il s'en était assuré à plusieurs reprises en consultant des médecins sérieux. Son père était mort d'une maladie de cœur, à 72 ans,
en possession de tous ses esprits. Il était chapelier, dans la même maison, dans la même rue, à une époque où la rue du Minage était une des rues commerçantes de la ville, et c'était un personnage important qui faisait partie du conseil municipal. Le fils avait commencé son droit à Poitiers, et c'était de son plein gré, la 3e année, qu'il avait décidé de reprendre la chapellerie. Cela le regardait. Cela ne regardait que lui. Il était parfaitement sain. Il y avait encore de la lumière chez le petit tailleur, mais celui-ci n'était plus sur sa table. Il s'y était adossé, fumait une cigarette qu'il venait de rouler, et bavardait paisiblement avec sa femme, qui s'était assise pour un petit moment. Monsieur l'abbé ne se laisserait impressionner par personne. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, qu'ils pensent, qu'ils écrivent ce qu'ils veulent. Il avait bu près de la moitié de la bouteille, et il commençait à comprendre. Ce n'était pas par hasard qu'on imprimait ceci ou cela sur son compte. Cela faisait partie d'un plan préconçu. Il s'agissait de le pousser à bout, de lui détraquer les nerfs afin de le prendre plus sûrement. Jeantet, le maire, Pijac et même son ami Caillé étaient d'accord. Ils avaient un plan. Peut-être l'interview du psychiatre de Bordeaux était-elle de la blague, à moins qu'on l'eût mis dans le coup, lui aussi. Louise pouvait se tourner et se retourner à s'en rendre malade dans son lit grinçant. Il ne bougerait pas. Il allait se coucher tout de suite. Qu'est-ce qu'il lui restait à faire? Il ne fallait rien oublier. Sa tête était lourde. Ce serait bête d'avoir attrapé la grippe de Valentin, et il aurait mieux fait de renvoyer celui-ci à sa mère. Il remit la photographie à sa place. Les journaux, les ciseaux, boucha le flacon de colle. Il avait raté Mère Sainte-Ursule. Soit. Puisqu'elle ne venait jamais le 24 décembre, cela n'avait aucune importance. Donc, il avait fini. Voilà ce qu'il devait se répéter. Il avait fini. Il n'avait qu'à dormir, boire au besoin une dernière lampée de cognac, et cette fois, il l'a bu au goulot. Est-ce qu'il l'avait mérité? Oui ou non? Fini. Quoi qu'il fasse. Pourquoi, alors, étreignait-il son oreiller convulsivement, comme un enfant qui va pleurer?